Donc bonsoir à toutes et à tous d'être présents. Donc on vous remercie de participer à cette soirée qui fait partie de tous les événements de l'EM Strasbourg dans le cadre des 10 ans de la marque EM. Donc j'ai demandé à Tcherna d'intervenir ce soir pour parler d'une thématique qui est très présente dans les organisations, puisqu'aujourd'hui on ne parle plus seulement de compétences dans l'entreprise, mais d'appétence. Et donc Tcherna a accepté de venir illustrer cette thématique. Elle sera assistée par deux personnes qui représentent des entreprises qui sont partenaires de l'EM, les Grands Chais de France. Donc Frédéric Elfrich, qui est directeur et membre fondateur de la société Les Grands Chais de France, ainsi que Patrice Cazenave, qui est DRH de Schmidt Group. Voilà, Tcherna, je te laisse la parole. Merci. Nous sommes le 13 août 1961. La petite fille que vous voyez là sur l'image, c'est moi. J'ai 5 ans. Je vis à Berlin. C'est l'été, c'est les vacances. Et c'est un bel été d'ailleurs. On se lève, mon frère de 5 ans, mon aîné, on prend le petit déjeuner. Et mon père, comme tous les jours, il est parti au travail. Et à ma grande surprise, au milieu de la matinée, mon père, il revient à la maison. Et puis, il nous dit, les enfants, je ne peux plus aller au magasin. C'est impossible. Ils sont en train de dresser un mur, ils sont en train de dresser des barbelés partout, et je ne peux plus aller. Alors moi, ma réaction de petite fille de 5 ans, c'était de dire, chouette alors, on va passer la journée ensemble. Mon frère, qui avait quand même 5 ans de plus, il a commencé à poser des questions. Et puis il dit, papa, ça veut dire quoi un mur? Ça veut dire quoi des barbelés? Ça veut dire qu'on ne peut plus aller de l'autre côté? Alors mon père a dit, je crois qu'on ne pourra plus y aller. Non, en effet. Mais ça veut dire qu'il y a des familles qui vont être séparées. Ça veut dire que ton magasin, tu es en train de le perdre, tu ne pourras plus aller. Et je sentais que c'était quelque chose de très anxiogène pour moi, petite fille de 5 ans. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que cette histoire-là, mon histoire, a commencé à cette époque-là. Et je me suis dit, au fond de moi, jamais, mais jamais, quelqu'un décidera à ma place. Jamais quelqu'un me prendra ma liberté. Et jamais quelqu'un me prendra mon autonomie. Et c'est ce qui m'a toujours animée. Et c'est ce qui fait que je vais vous raconter mon histoire. Alors, Berlin, c'est une histoire en même temps triste parce que, bien sûr, il y a des choses, on sait qu'il y a eu des morts, que les gens pouvaient plus se déplacer, etc. Mais Berlin, c'est aussi une histoire unique. Pourquoi ? Imaginez-vous que Berlin, une fois qu'il y avait le mur, c'était un écosystème complètement fermé. Ça veut dire pour aller de l'autre côté, il fallait traverser à nouveau de l'Est pour aller à l'ouest. Donc un écosystème complètement fermé. Et là, je suppose, parce que moi j'étais petite, il y avait des gens intelligents qui ont commencé à réfléchir et à dire comment peut-on s'organiser pour que ça soit différent. Alors on avait un maire à l'époque à Berlin, Willy Brandt, vous avez certainement entendu parler, un chancelier Konrad Adenauer, et je suppose que ces gens-là, ils ont dû réfléchir et ils ont dit comment fait-on pour garder cette ville attractive? Comment fait-on pour que les jeunes ne quittent pas la ville, pour qu'ils n'essayent pas de déserter cette ville qui finalement était complètement enfermée? Comment fait-on? Ils ont eu quand même quelques très bonnes idées. La première chose qui était pratiquement déjà un acquis, c'est le fait que les jeunes Berlinois, quand ils étaient résidents à Berlin, n'avaient pas l'obligation de faire le service militaire. Et la deuxième chose, la question qui sont posées, comment fait-on pour attirer les intelligences du monde entier? Il faut qu'on devienne les meilleures universités. Et du coup, ils ont fait venir des professeurs extraordinaires. Et Berlin a réussi à être parmi les meilleures universités du monde. Mais il n'y a pas que ça. Ils ont aussi réussi à attirer des artistes extraordinaires. Et ils ont réussi aussi à subventionner l'accès à la culture, ce qui fait que, très sincèrement, nous, on payait quelques centimes pour aller voir l'opéra, le théâtre, etc.
Alors, je peux vous dire, la Calas, je l'ai vu chanter des dizaines de fois. Karajan, je l'ai vu diriger. C'était extraordinaire. Et ils ont aussi réussi à créer des quartiers complètement différents et décalés. Vous avez tous entendu parler de Bauhaus, c'est connu, c'est protégé au niveau mondial aujourd'hui, mais Gropius, un des architectes qui n'était pas forcément bien accueilli partout, a créé des quartiers entiers avec son innovation architecturale. Et non seulement ils ont réussi à accueillir les meilleurs artistes, ils ont même décidé d'accueillir des artistes complètement décalés. Et du coup, Berlin a décidé de recevoir des artistes que d'autres villes ne voulaient pas recevoir. C'est ce qui fait que j'ai pu voir la flûte enchantée, mise en scène à la japonaise, tout en blanc, là où la flûte enchantée est plutôt un opéra très coloré. Et alors, ce qui m'a marqué, c'est une comédie musicale que vous connaissez tous, Hair. Vous vous rappelez Let the Sunshine In? Ben, personne ne voulait accueillir Hair. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'il y a des artistes qui dansaient et chantaient nus sur scène. Alors vous pensez bien que les Américains, ils n'étaient pas prêts à les accueillir. Il y avait d'autres villes qui n'étaient pas prêtes à les accueillir. Mais à Berlin, ils ont même construit un bâtiment spécialement pour recevoir la comédie musicale Hair. Alors la vie était très belle à Berlin. Même quand on était enfermé, l'écosystème a réussi à s'organiser de manière exceptionnelle. Donc vous vous imaginez, on mangeait français, on parlait anglais, on vivait à l'américaine, c'est quand même top. C'est quand même assez extraordinaire. Alors depuis ce temps-là, ce côté appétence, ce côté plaisir, c'est ce qui m'a toujours animée. Sauf que quand moi je commençais ma vie professionnelle, eh ben, c'était trop tôt. On ne voulait pas entendre parler de ça. Alors pour vous faire un peu l'histoire quand même économique, pour comprendre pourquoi c'était trop tôt, dans les années 50-60, il se passait quoi? Ben, les entreprises, ils avaient surtout besoin de produire parce que la demande du consommateur était beaucoup plus forte que ce que les industries pouvaient fournir. Exemple, quand mon père voulait acheter une voiture, on attendait 3 mois pour avoir une voiture. Et encore, on ne pouvait pas choisir la couleur. Eh oui. Et donc ça, c'était les années 50-60. Et après, quand ils sont arrivés à produire correctement, il y a les années concurrence qui ont démarré. Donc aussi les années marketing. On pense que le métier du marketing, c'est quelque chose d'ancien. Pas du tout. C'est relativement récent comme métier, le marketing et la culture pub. Par contre, la publicité qu'on regardait à l'époque n'a plus rien à voir avec la publicité que vous voyez aujourd'hui, parce qu'elle n'était pas chargée d'émotions comme on peut le voir aujourd'hui. C'était la publicité qui dirigeait le client vers un produit nécessaire, utile, la bonne machine à laver, le fer à repasser. Voilà, c'était ça la publicité et les années marketing. Alors, quand les entreprises ont bien réussi à promouvoir leurs produits, il y avait bien sûr aussi la concurrence. D'ailleurs, il y a beaucoup des industries qui ont compris ça. C'est ce qui fait que les voitures Toyota sont arrivées en Europe. Hein, et tout clé en main. Et ils étaient beaucoup plus rapides que d'autres. Donc, il fallait réfléchir. Comment est-ce qu'on garde tout ça fiable pour le consommateur? Rappelez-vous, maintenant arrivent les années qualité. Donc, les entreprises se sont dit, il faut qu'on fiabilise la qualité de nos produits. Et c'est la fameuse ISO 9000 qui est arrivée dans les entreprises. Et j'en sais quelque chose, j'en ai mangé du 9000. Alors, on a écrit des processus, on a écrit des procédures, on a tout écrit et de manière à ce qu'on pouvait vraiment tout contrôler. Et c'était bien et c'était certainement nécessaire. Et quelque part, vous tous aujourd'hui dans la salle, vous ne voudriez plus acheter un produit qui ne soit pas de qualité. Même si vous achetez un chocolat à 1 €, vous voulez qu'il ait bon goût, vous voulez qu'il soit bien emballé et de préférence pas moisi. Eh oui.
Et un peu plus tard, et c'est là que commençait à venir, à sentir dans les entreprises qu'il y avait éventuellement une place pour le plaisir au travail, c'est les années bien-être. L'année 2000, les années 2000, c'est les années bien-être. Rappelez-vous à quel point on a vu naître des clubs de sport, les spas en ville. Et aujourd'hui, même vous souhaitez plus aller dans un hôtel où il n'y a pas une piscine ou éventuellement un spa ou des massages. Pourquoi ? Parce que on a toute une génération, et je vais vous parler un peu plus tard aussi de la génération plus jeune, qui se disent on veut un meilleur équilibre entre le travail et la vie privée. Et pour ça, on doit trouver des espaces de bien-être. Et le bien-être est même rentré dans les entreprises. Aujourd'hui, on trouve des salles de repos, on trouve des massages, du shiatsu. Ce n'est pas par hasard, tout ça. Mais là où c'est la plus grande transformation, finalement, c'est l'arrivée des jeunes. Je les adore, parce qu'eux, ils ont vraiment amené la rupture. Et il y a un changement de paradigme fondamental qui est la notion du travail. Parce que pour les jeunes, le travail n'est plus une valeur. Pour les jeunes, le travail est un moyen d'accéder à quelque chose, pas simplement à de l'argent. Ce qu'ils veulent, eux, les jeunes, c'est être formés. L'entreprise qui va leur donner le meilleur moyen de se développer est une entreprise attractive. Ils veulent du sens. Ils veulent être un contributeur. Ils veulent contribuer à une œuvre, à quelque chose qui fait sens pour eux. Et ils veulent des managers compétents. Ils ne veulent pas des managers qui contrôlent. Ils veulent autre chose. Alors, ce qui est intéressant avec l'arrivée des jeunes et toute la transformation et le changement de paradigme, c'est qu'il y a aussi tout un mouvement qui arrive, qui amène la transformation dans les entreprises. Et là, je voudrais vous parler de 4 très belles rencontres que j'ai eu la chance de faire dans ma vie. Ma première rencontre, c'est un homme qui est chef d'entreprise, qui aujourd'hui est à la retraite, mais que je porte toujours dans mon cœur, c'est Jean-François Zobrist. Jean-François Zobrist, c'est un dirigeant qui a osé. Et il est parti de quelque chose de très, très simple. Il a dit, pour moi, l'homme, il est bon. Et l'homme, il est intelligent. Et quand on a partagé ensemble, il me dit, Tcherna, chaque collaborateur dans mon entreprise est un chef d'entreprise. J'ai dit, ah bon ? Il me dit, oui. Il gère sa maison, il gère sa famille, il gère sa banque, il gère ses courses, il gère... À plus petite échelle, c'est équivalent à une entreprise. Et c'est vrai qu'une famille est une entreprise. Et il a créé, Jean-François, des vraies ruptures. Pour moi, c'est un vrai exemple de chef d'entreprise qui a osé faire des choses. Il a dit, moi, je ne veux plus des gens qui contrôlent les autres parce qu'il n'y a aucune valeur à ajouter à faire ça. L'homme, il est bon, l'homme, il est intelligent, donc je vais faire autrement. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Jean-François Zobrist ? Il est allé voir son codir, il a réuni son codir, il leur a dit, plus de codir, finito. On va dissoudre le codir, vous trouvez un autre job dans mon entreprise, si vous en trouvez un, mais il faut que votre job apporte de la valeur ajoutée. Alors vous pensez bien qu'il y a eu pas que des gens très contents, mais il y en a qui ont trouvé leur place. La deuxième chose qu'il a fait, il a dit, nos clients, c'est ceux qui nous font vivre. Donc le parking là devant pour la direction, fini. Ça, c'est le parking pour les clients. Il faut que ça change. Alors il a fait beaucoup d'actions, je vous en cite juste quelques-unes. Et une qui m'a vraiment marquée et que j'ai vue, c'est, il a dit, quand un opérateur a besoin d'une pièce sur sa machine, eh ben, qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, il court au magasin, il remplit un bon. Le magasinier, s'il est bien luné, il va éventuellement chercher rapidement le produit. Il ramène le produit, l'opérateur, il retourne à sa machine. Ça peut aller jusqu'à 30 minutes. Il a dit ça, c'est de la perte de performance. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a cassé les murs du magasin. Et alors là, tout le monde a dit, oh là, stop, là, c'est de la folie. Ils vont te voler tout ce qui est dans le magasin. Et Jean-François, il a répondu, il a dit combien ils vont déjà voler ? Une fois que tout le monde aura pris un marteau, des vis et tout ce qu'il lui faut à la maison, ça ne vaut de loin pas le gain de performance et de productivité que je suis en train d'avoir par rapport à l'ouverture du magasin.
Ma deuxième rencontre qui était très significative pour moi, c'est la rencontre avec un homme dont vous avez certainement entendu parler, qui s'appelle Isaac Getz. Alors Isaac Getz, il a écrit un livre qui a fait beaucoup de buzz sur l'entreprise libérée. Et Isaac, il a le mérite d'avoir fait une véritable recherche sur le sujet. Il a été voir les entreprises, il a regardé ce qui se passe et il a compris qu'on ne pouvait plus aujourd'hui fonctionner de la même manière qu'il y a encore 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et que finalement, la libération de l'entreprise et des énergies, parce que c'est de ça qu'il s'agit, ça passe par le dirigeant. Donc le premier à libérer, c'est les dirigeants. Donc pour moi, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a du boulot, nous les coachs, donc c'est très bien. On libère maintenant les dirigeants, c'est formidable. Mais il a fait un travail remarquable de recherche. Donc Isaac, il est professeur à l'ESCP, aussi chercheur et conférencier. Et du coup, on a l'occasion d'échanger beaucoup à ce sujet. Ça, c'est ma deuxième belle rencontre sur le sujet parce que j'ai fait beaucoup de belles rencontres. Ensuite, je rencontrais deux personnes, dont une qui est dans la salle ce soir, Maria Nikolenchik, et Francis Boyer. Alors Francis Boyer, personnage atypique, pourquoi? Parce qu'il était DRH de l'Opéra national de Paris. Il a complètement changé de casquette. Aujourd'hui, il est consultant, il est aussi conférencier. Il va d'ailleurs sortir un livre très, très intéressant sur les appétences et sur le management par les appétences. Et avec ces deux personnes, on a créé un petit laboratoire de recherche et développement autour des appétences. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant. Et je vais vous illustrer maintenant un petit peu comment ça se présente. En entreprise, on fait tous des tâches diverses et variées. Il y a 4 typologies d'activités auxquelles on peut participer. Il y a ce qu'on adore et ce qu'on sait bien faire. Et ça, c'est plutôt facile. Et ça devrait représenter 50% de notre activité. Ce n'est pas toujours le cas. Ensuite, on a des choses qu'on ne sait pas faire, mais qu'on aimerait quand même bien apprendre. Et ça, c'est important, parce que dans l'entreprise, c'est ça qui va nous permettre de nous développer. Et ce n'est pas forcément des choses qui sont complètement attachées à notre activité à 100%. Ensuite, on a des choses qu'on sait bien faire. Par exemple, moi, je sais faire mes factures, un peu de comptabilité, mais je déteste. J'aime pas ça du tout. Mais pourtant, on a des petites tâches douleurs qu'on fait quand même, qui font partie de notre activité. Et la 4e catégorie de tâches sont des tâches qu'on n'aime pas faire et qu'on n'a pas envie d'apprendre. Par exemple, moi et l'informatique, on n'est pas très copains. Donc, c'est des choses qui ne nous intéressent pas. Ce qui est intéressant sur le diagramme que je vous projette là, c'est l'idéal. Si on devait projeter un idéal, eh ben, on aurait 50% d'activités, des choses qui nous passionnent, qu'on aime et qui nous font vibrer, 20% d'apprentissage, ça représente 70 et 30 dans les autres tâches. Ça, ce serait l'idéal. Alors, avec Francis, on a pu interroger aussi un certain nombre d'entreprises et ce que je vous raconte là, ce n'est pas forcément toujours ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui est aussi intéressant, c'est de regarder qu'est-ce qui procure finalement du plaisir au travail. On parle d'appétence et ça veut juste rien dire. Donc, qu'est-ce qui nous procure du plaisir au travail? Et là aussi, vous allez voir, il y a 4 catégories. Il y a ce qui se présente autour des conditions de travail. Alors on s'est dit, oui, les conditions de travail, est-ce que là-dedans on peut trouver des appétences? Et oui, parce que là-dedans, même une organisation peut être séduisante. Une organisation peut attirer des personnes. Ça peut être un lieu, un cadre. Aujourd'hui, vous voyez bien dans les entreprises, on crée des Fab Labs, on crée des espaces de détente, mais on crée aussi des coworking espaces qui ressemblent à ce que vous pouvez louer en ville. Vous commencez à le trouver en entreprise et ça plaît énormément. Il y a bien sûr dans les conditions de travail aussi la rémunération, je ne voudrais pas l'oublier. Il y a aussi les moyens qu'on donne pour faire des choses. Quand il y a un collaborateur qui dit « j'ai une idée, je voudrais mettre en œuvre, je voudrais tester », là aussi l'entreprise, elle donne ou elle ne donne pas les conditions de travail pour explorer. Et puis, bien sûr, une entreprise doit donner à son salarié aussi, si possible, un bon équilibre de vie.
entre la vie privée et la vie professionnelle, et voire même sociale. Parce que pour moi, il y a un tricycle entre le social, le pro et le perso. Ensuite, vous trouvez des appétences de par l'entreprise même, et nos deux témoins vont pouvoir vous en parler beaucoup mieux que moi tout à l'heure. Il y a la marque. Quand vous interrogez des jeunes, il y a encore 10, 15 ans, 20 ans, ils disaient moi je veux travailler dans telle ou telle boîte. La marque est aussi quelque chose qui peut attirer. C'est pour ça qu'aujourd'hui la notion de marque employeur, c'est pas par hasard. Il y a aussi la notoriété. On a envie de travailler, on peut avoir envie de travailler dans une entreprise qui a de la notoriété. Il y a aussi le produit ou le service qui nous intéresse. Je ne veux pas vendre n'importe quoi. Je veux vendre un beau produit. Je veux vendre un service qui fait sens. Ça aussi, ça peut faire appel à nos appétences. Et puis, il y a les valeurs qui sont partagées dans l'entreprise. Et pour ça aussi, c'est important que vous ayez deux témoins aujourd'hui qui vont aussi vous parler de ça. Et il y a la stratégie de l'entreprise. Une entreprise, est-ce qu'elle reste fermée dans son milieu ou est-ce qu'elle est en train de s'ouvrir? Est-ce qu'elle a une stratégie d'ouverture? Est-ce qu'elle a une stratégie de croissance, de conquête? Et puis, il y a aussi les projets de l'entreprise. Un autre facteur des appétences, c'est le contenu de l'activité. Alors là, bien sûr, il y a l'intérêt, il y a la nature même de l'activité. Vous pensez bien, quand quelqu'un travaille à remplir les camions toute la journée, c'est pas aussi attractif que quelqu'un qui est en train de créer un nouveau logiciel. Ça, je peux le comprendre. Mais même à l'intérieur, et j'ai travaillé avec des gens de la logistique, j'étais à côté des opérateurs et des ouvriers, vous trouvez des choses vraiment sympa en termes d'activité. Après, il y a toute la partie autonomie. Quand on parle aujourd'hui de l'entreprise libérée, ce n'est pas par hasard. Ça veut dire donner de l'autonomie aux salariés pour qu'ils puissent décider par eux-mêmes. Pas tout, mais dans un certain cadre. Alors, beaucoup de gens pensent que l'entreprise libérée, c'est le bordel. Mais non, ce n'est pas le bordel. Ça ne veut pas dire que c'est l'anarchie. Ça veut dire qu'il y a un cadre qui est donné et à l'intérieur du cadre, on peut donner beaucoup plus d'autonomie que c'est le cas dans certaines entreprises. Après, il y a l'esprit d'initiative. Est-ce que dans cette entreprise, j'ai la possibilité ou pas de prendre des initiatives ou est-ce que je suis juste un petit soldat qui exécute un travail ? Après, il y a aussi l'apprentissage. Alors, ce n'est pas que l'apprentissage par des contrats d'apprentissage, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre dans cette entreprise? Qu'est-ce qu'elle va m'apporter en termes d'apprentissage? Et le dernier point sur le contenu de l'activité, c'est aussi la variété des activités. Est-ce que je vais faire toute la journée la même chose? Et aujourd'hui, je commence à rencontrer des jeunes qui ont fait des grandes écoles, qui se retrouvent derrière un écran et qui laissent tout tomber et qui disent « moi, je vais faire du social et du contributif dans des pays pauvres ». Et ils ont fait de très bonnes études. Et puis, il y a aussi la nature de la relation. Est-ce que dans l'entreprise dans laquelle je travaille, il y a de la convivialité? Je peux vous dire, quand moi je rentre dans une entreprise, la première chose que je regarde, est-ce que les gens rigolent? Alors, ça peut vous surprendre, mais une entreprise dans laquelle on ne rigole pas, il y a un problème. Il faut que ça rigole. Il y a aussi le soutien psychologique qu'on peut apporter dans une entreprise. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est prévu? Parce que tout le monde vit des difficultés aujourd'hui. Il y a le soutien technique. Est-ce que si je développe telle et telle chose, est-ce que j'ai du soutien technique? Et il y a la coopération et bien sûr aussi la reconnaissance, qui est important. Donc vous voyez, des sources de plaisir, les appétences, il y en a, hein, on peut les trouver. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Francis, quand je l'ai rencontré, il avait déjà développé un jeu de cartes autour de 30 appétences qu'on utilise aujourd'hui beaucoup en entreprise. Et c'est les 30 appétences qui reviennent le plus souvent, mais qui s'inscrivent dans le schéma que je vous ai juste présenté après. Alors maintenant, ce qui va vous intéresser, c'est le travail qui est sorti de notre laboratoire, à savoir à quel endroit peut-on utiliser les appétences en entreprise. Alors, il y en a beaucoup. Il y en a une dizaine. Pour le moment, on a trouvé une dizaine. Si vous en trouvez plus, je suis preneuse. Il y a
il y a une manière d'utiliser les appétences en individuel, et puis il y a des moyens d'utiliser les appétences en collectif. Alors je ne vais pas pouvoir vous donner tous les exemples, ce serait trop long, mais je vais vous donner quelques-unes. Par exemple, j'ai demandé à 6 DRH que je connais, je discutais avec elles et j'ai dit, est-ce que vous êtes prêts à faire une expérimentation et d'utiliser les appétences lors de vos recrutements? Ah oui, mais comment on va faire? Je dis, écoutez, vous avez un problème. Quand vous recrutez et vous retrouvez les derniers candidats en shortlist, ils sont pareils. Ils ont la tête bien faite, ils ont un super CV, ils ont une belle expérience, vous avez des bonnes références, peut-être ils ont même fait quelques tests de personnalité, c'est super. Mais à la fin, vous vous retrouvez devant 2-3 candidats et vous dites lesquels je prends. Alors j'ai simplement demandé à ces DRH de poser une question à ces candidats. Quelle est votre source de plaisir pour rejoindre notre entreprise? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous fait plaisir en venant rejoindre notre entreprise? Et alors là, grande surprise, les réponses étaient diverses et variées. Il y avait des réponses du type, parce que pour la première fois, je vais habiter 5 minutes de mon boulot et ça me fait plaisir, je vais gagner du temps et je vais avoir du temps pour moi. Une autre personne a répondu, moi, ce qui me fait plaisir de rejoindre votre entreprise, c'est que la première fois, je vais enfin travailler en équipe là où j'étais seule. Un autre qui a répondu, vous m'engagez pour développer, participer à un nouveau produit, j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Et quelqu'un d'autre qui a dit, je vais pouvoir utiliser mes appétences pédagogiques pour faire ça et ça. Mais rien à voir avec les compétences, le CV et ce pourquoi ils ont été reçus au départ. Et c'est là où les DRH ont dit, là, on a vu une véritable différence. Et c'est là qu'on a pu discuter complètement différemment avec les candidats et de manière complètement, comment on peut dire, en off, parce qu'ils ont exprimé quelque chose avec leurs émotions et leurs tripes qui n'était pas du tout le candidat qui se présente et qui veut uniquement le job pour le job. Un deuxième exemple, c'est un exemple de coaching qui m'a beaucoup marqué. Parce qu'il y a un jeune homme, 38 ans, qui est brillantissime, qui est identifié dans l'entreprise comme ce qu'on appelle les high potential, donc un profil de talent. Et il a été nommé responsable de toutes les usines pour l'Asie. Donc il dirigeait déjà, il était plant manager en France. Il a été nommé responsable de toutes les usines pour l'Asie. Et ça, c'était au mois de mars, avril. Il devait, fin d'année, prendre sa nouvelle fonction. Sauf que le DRH, il m'appelle, il me dit, Tcherna, écoute, on a un problème. On a un gars là qui est génial, il a un talent fou, il est brillantissime, mais depuis 2 mois, on sent qu'il y a un truc, ça va pas, quoi. Il n'est pas dans la performance, il n'a pas de bons résultats. Est-ce que tu peux le recevoir? J'ai dit oui, s'il est demandeur aussi, moi je veux bien, mais dis-lui que je suis coach, je veux bien avoir un entretien avec lui. Donc je reçois ce jeune homme, 38 ans, tête bien faite, intelligent, tout ce que vous voulez, et puis il me raconte son histoire, comme quoi il a été nommé responsable des usines en Asie. Et puis je lui pose la question, est-ce que ce nouveau job vous fait plaisir? Et je vois ce jeune homme s'écrouler devant moi. Et il me dit, vous êtes la première personne qui me pose cette question. Ni ma femme, ni ma famille, ni mon manager, personne dans l'entreprise m'a posé la question si ça me faisait plaisir de prendre ce job. Et alors? Il me dit non. Je suis tellement heureux dans le job que j'occupe actuellement, j'ai aucune envie de partir en Asie, mais je ne peux pas le dire parce que si je le dis, ma carrière, elle est foutue. Je dis ça, c'est pas sûr, parce que quand on a quelqu'un de brillant dans l'entreprise, quand on a un véritable talent dans l'entreprise, je pense pas qu'on a envie de le perdre et que sa carrière soit terminée. Donc je coachais ce jeune homme pour qu'il aille voir son manager et sa direction, c'est le président, le CIO, vice-président, qu'il aille lui parler et lui dire qu'il n'a pas envie de prendre ce job. Et bien sûr, dans l'entreprise, ça s'est super bien passé parce qu'un talent comme ça, ils n'avaient pas envie de le perdre. Et le directeur lui a répondu, tu sais, on pensait que si on n'allait pas te promouvoir assez rapidement, tu allais partir. Voilà la réponse.
Alors, un autre exemple que je voudrais vous donner, donc là, on a parlé du coaching, on va parler aussi de l'évaluation. On a longtemps travaillé en évaluation d'entreprise, notamment dans les entretiens annuels, sur le savoir-faire, donc les compétences. Et qu'est-ce qu'on évalue? Les objectifs, l'atteinte des objectifs, la performance, etc. Ensuite, on a quand même compris que ce n'était peut-être pas suffisant et on a commencé aussi à regarder le savoir-être pour être en phase avec les valeurs de l'entreprise, pour regarder comment se comporte la personne en entreprise. Mais ce qu'on a très peu fait, c'est d'évaluer le aimer faire. Et moi, je suis très content que la nouvelle loi sur les entretiens professionnels a émergé, parce que c'est maintenant une obligation, alors que les entretiens annuels, ça ne l'est pas. Donc depuis 2 ans et demi, on est obligé de mener des entretiens professionnels et de prouver qu'au bout de 6 ans, on a fait progresser le collaborateur. Donc ça, c'est une véritable révolution. Mais pour ça, j'ai vu des DRH et des chefs d'entreprise, ils me disent, qu'est-ce qu'on met dans ce truc? Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? J'ai dit, écoutez, vous leur demandez tout simplement déjà ce qu'ils aimeraient faire. Ce serait déjà pas mal. Et du coup, on rentre maintenant aussi cette notion du aimer faire dans l'évaluation de manière très structurée en entreprise. Alors, le dernier exemple que je vais vous donner, je pourrais vous parler des heures, mais ce n'est pas le but, c'est la gestion de projet. Pour ceux qui travaillent en entreprise, comment ça se passe? En général, on veut lancer un projet, super, et puis il y a un dans le groupe là, du comité de direction qui dit « Pierre fera un excellent chef de projet ». Sauf que Pierre, il n'a rien demandé. Hein. Donc, dans les meilleurs des cas, Pierre, il est content d'être chef de projet. Et puis, non seulement on lui dit, Pierre, tu es chef de projet, mais tu vas travailler avec Jacques, Karine, Evelyne, Jean, des achats, de la production, de la qualité, et ça, c'est ton équipe projet. Ah ouais, ok, je suis chef de projet, je ne peux pas choisir mon équipe projet. Et puis là, c'est les emmerdes qui commencent. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que lui, il est encore enthousiaste, il a envie de lancer son projet. Alors, il organise la première réunion qu'on appelle le lancement de projet. Formidable. Alors, il invite tout le monde, il envoie les invitations Outlook, ça marche bien. Et puis, dans les meilleurs des cas, plus ou moins, ils acceptent. Donc, il y a un oui, vous tapez oui dans Outlook. Et la veille, il commence à voir 2 personnes qui disent Pierre, écoute, vraiment désolé, mais j'ai tellement de surcharge, j'ai tellement de boulot. Ta réunion, c'est pas leur réunion, ta réunion demain, je ne pourrai pas y être, je suis vraiment désolé. Deuxième. Et le lendemain matin, réunion à 9h, 8h, il commence à avoir 2 autres mails. Pierre, vraiment désolé, je serai en retard ou je ne pourrai pas venir. Et puis, il arrive à sa première réunion de gestion de projet, il a la moitié du groupe projet autour de la table, ce qui fait qu'ils ne peuvent rien lancer, rien décider, pas avancer. Alors, quand on entend en entreprise que les projets sont en retard, sachez que c'est rarement parce qu'ils n'ont pas ou les moyens ou parce qu'ils n'ont pas le budget, c'est pas ça. C'est un manque total de disponibilité et d'appétence pour un projet. Alors, j'ai eu un chef d'entreprise qui m'a dit « Tcherna, chez moi, les projets n'avancent pas ». J'ai dit, ouais, tu m'étonnes, voilà, pour les raisons que je viens de vous expliquer. J'ai dit, est-ce que tu es prêt à expérimenter autre chose? Il m'a dit, ok, comment? J'ai dit, écoute, je te propose quelque chose de différent. Tu vas faire appel à candidature, c'est-à-dire tu annonces ton projet et tu fais appel à candidature et on va voir qui va être intéressé et qui aura envie de participer à ton projet. Il a dit non, mais Tcherna, ça ne va pas marcher parce que des achats, ils sont tellement nus, ils ne vont jamais venir. La qualité, ils sont débordés. J'ai dit, ah tiens, ils sont débordés, donc ils ne peuvent pas venir au projet. Comment tu sais ça? Je dis, écoute, faisons l'expérience. Si ça ne marche pas, tu laisses tomber. Il n'y a pas de grand risque à faire ça. Il me dit, OK. Donc, lui, il a présenté le projet, il a fait passer par mail, il a affiché même dans les ateliers de production. Je dis, prends un projet qui n'est pas trop risqué, un projet où tu peux maîtriser un certain nombre de choses. Et du coup, il a affiché son projet. Il a fait appel à candidature. Et là, il y a eu des gens auxquels il ne s'attendait pas du tout.
des gens de la production, des gens du marketing sur un truc technique. Il a eu des personnes où il ne s'attendait pas du tout. Il me dit, tu vois, je t'ai dit, je n'ai pas les bonnes personnes autour de la table. Tu vois, ceux qui sont là, qui viennent s'inscrire, je ne peux rien faire avec eux. J'ai dit, ça, c'est pas sûr. Donc on les a reçus, il a joué le jeu quand même, on les a reçus et on n'a absolument pas parlé de compétences. Pas du tout. Et j'ai tout simplement demandé à ces personnes de me dire quelle est leur source de plaisir, quelle est l'appétence qui fait qu'ils sont venus rejoindre ce projet, pourquoi ils veulent venir. Et là, on a eu des réponses, comme tout à l'heure pour le recrutement, très étonnantes. Parce que les personnes, ils ont dit, je travaille jamais en équipe, jamais participé à un projet, c'est l'occasion jamais. Il paraît que c'est un autre qui a dit, c'est à l'international, peut-être je pourrais enfin utiliser un peu mon anglais. Et puis on a eu des réponses diverses et variées, très intéressant. Alors, troisième chose qu'on a fait, j'ai dit maintenant, vous allez vendre ce projet à votre manager. Et vous allez demander un écrit comme quoi il est d'accord que vous participez à ce projet. Parce que s'ils n'ont pas le soutien du manager, ils ne vont pas les libérer sur le projet. Alors sur les 12 candidats qu'on avait, c'est une PME, hein, sur les 12 candidats qu'on avait, il n'y a que 2 qui n'ont pas obtenu l'accord. Les autres, c'était super. Ils sont tous revenus avec leurs documents. Mon manager, il est d'accord. C'est génial. Donc on a fait une cartographie de leur appétence ensuite pour regarder, puisque chacun a déclaré son appétence, pour regarder qu'est-ce qui fait qu'ils rejoignent cette équipe. Et puis là, il y a eu de tout. Et on a vu aussi que peut-être on manquait d'appétence. Donc je leur ai posé la question, pour réussir ce projet précisément, quelles sont les appétences qui manquent? Alors on n'était toujours pas sur les compétences, hein. Donc ils ont dit, il manque quelqu'un qui sait bien fédérer ce groupe, donc une appétence de fédération. Il manque quelqu'un qui pourrait nous apporter un petit peu de regard du marché, donc quelqu'un du commercial et qui aime ça, ou du marketing, etc. Ils ont été suffisamment intelligents pour voir quel genre d'appétence manquait dans cette équipe projet. C'est seulement après qu'on est allé sur les compétences et je leur ai posé des questions. D'après vous, quelles sont les compétences qu'il faut pour réussir ce projet? Et d'eux-mêmes, ils ont dit, il nous manque quelqu'un des achats, il nous manque quelqu'un de la qualité. Et là, les petits gens qui est tout jeune, qui est arrivé dans l'entreprise, il me dit, moi j'ai un pote aux achats, si je lui raconte que moi je suis dans le projet, il va venir, hein. Ça c'est sûr. Et du coup, quelqu'un d'autre qui a dit, moi je connais bien Claire-Lise, qui est à la qualité, si elle sait qu'on va travailler ensemble, elle va venir. Et ça s'est exactement passé comme ça. Ce qu'on a fait ensuite, on a posé la question, j'ai posé la question aux dirigeants, j'ai dit, donne-moi les indicateurs de mesure, les KPIs. Dis-moi comment toi, chef d'entreprise, tu vas savoir que ce projet a réussi. Il me dit, déjà, il faut qu'il me respecte le budget. Super, ça c'est mesurable, facile. Ensuite, je voudrais qu'il le fasse dans le délai que j'accorde à ce projet. Et la troisième chose, je voudrais voir que si ton truc, vraiment, les gens sont plus présents sur le projet qu'avec la méthode classique. J'ai dit, OK, ça me va très bien. Alors, ce que je peux vous dire comme résultat de ce projet-là, c'est qu'ils ont respecté le budget, ils ont fini avant le délai, et ils se sont tellement bien organisés que ça n'a absolument pas impacté leur travail. Ils se sont vus le soir, ils se sont vus en dehors, ils ont fait leur propre challenge de ce projet. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est faire confiance dans l'homme, faire confiance dans sa capacité à juger ce qui est utile et nécessaire. Et c'est ça vraiment qui m'a fait vibrer dans cette expérience. Alors, vous aurez bien compris qu'il faut activer les appétences, il faut aller les chercher, mais pas que. Une expérience qui m'a fait vibrer aussi et qui montre que c'est possible naturellement, c'est une expérience que j'ai vécue avec quelqu'un qui est aujourd'hui dans la salle, qui est directeur de la manufacture Saint-Louis, une cristallerie. Et je me rappelle la première fois que je suis arrivée à la cristallerie Saint-Louis, François, je croyais que j'étais au bout du monde. Il y avait Beach, un bâtiment gris, et il y avait marqué manufacture. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là? D'une tristesse, gris.
Il faisait noir, c'était l'hiver, il fallait traverser la neige. J'ai dit, mon Dieu. Alors, François m'a accueilli à l'époque, j'ai ouvert la porte et je suis rentrée dans un monde magique. Un monde magique que vous ne pouvez même pas imaginer. Et du coup, j'ai eu le privilège d'être au contact avec les artisans verriers qui sont des gens passionnés. Passionnés. Là, vous n'avez pas de problème de motivation ni d'appétence, hein, parce que leur métier, ils adorent. Ils adorent leur métier. Et quand on a la chance de faire un métier qu'on aime, on le fait forcément bien. Et pourtant, je vais vous dire, ce n'est pas un métier facile. Parce que moi, j'ai essayé de cueillir le cristal. Je n'ai même pas pu m'approcher du four tellement c'était chaud. Le cristal est une matière vivante. Quand les verriers arrivent le matin, ils ne savent pas s'ils vont pouvoir travailler correctement parce qu'ils ne savent pas encore quelle est la qualité du cristal. Et ces gens-là, ils savent coopérer, collaborer parce que chacun est spécialiste dans un domaine. L'un, il saura fabriquer, créer le pied d'un verre, l'autre, il saura faire autre chose. Et quand vous créez, je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a des vases à la cristallerie qui pèsent des kilos et des kilos, et où ils sont plusieurs artisans à fabriquer un produit ensemble. Quand il y a un qui doit faire pipi, il ne peut pas aller, hein. Je peux vous dire, c'est impossible, parce que s'il lâche son poste, sa place, c'est tous les autres qui ne peuvent plus maîtriser le produit. C'est une coopération, une collaboration unique au monde. J'ai rarement vu ça, et c'est un vrai exemple de passion et d'appétence. Donc, ce que j'ai envie de vous dire en résumé, c'est juste quelques phrases. Quand vous avez la possibilité de faire un métier que vous aimez, ben, vous le faites forcément bien. Si vous ne faites pas un métier que vous aimez, apprenez à l'aimer et activez vos appétences. Alors, en résumé, plutôt que diminuer le stress, parce que c'est ce qu'on fait beaucoup dans l'entreprise. Moi, j'ai beaucoup de DRH qui me disent « Tu peux nous faire un truc sur la gestion du stress ?» Et moi, je réponds « Je pourrais faire un truc pour activer les appétences, ça marche beaucoup mieux. » Hein? Donc, plutôt que de diminuer le stress, mieux vaut augmenter le plaisir. Le plaisir, c'est le ressenti de chacun. C'est quelque chose qui est propre à nous. Ce n'est pas forcément la même appétence et le même plaisir pour tout le monde. Et contrairement à la compétence qui s'évalue, eh ben, le plaisir, l'appétence, ça se déclare. Il faut que je vous dise ce que j'aime. Et quand je parle, moi, des appétences, je vous parle avec mon émotion et je vous parle avec mon cœur. Donc, je vous déclare mon appétence. L'approche par les compétences, ça cloisonne, alors que celle par les appétences, ça libère. Donc, vous voyez aussi le lien avec l'entreprise libérée, ce n'est pas du tout par hasard. Et chacun est responsable de son plaisir professionnel. Et puis, en dernier, travailler sur le plaisir au travail. Et ça peut vous surprendre, c'est apprendre à désapprendre. Et pour ça, je voudrais vous dire aussi, moi, j'ai eu l'occasion de beaucoup chanter dans ma vie et de prendre des cours de chant. Et je me rappelle, la première chose qu'elle m'a dit, ma prof de chant, il faut que tu apprennes à désapprendre. Parce qu'avec tout ce que tu as appris, tu es tellement imprégné de tout ce que tu fais déjà que je ne pourrais pas t'apprendre des choses nouvelles. Et ça m'a marqué. Alors, pour terminer, un message important. Si je peux vous dire quelque chose qui me tient à cœur, poussez les murs de votre entreprise. Mettez-vous au contact de vos appétences et faites-vous plaisir au travail. Merci. Merci beaucoup. Alors, comme nous avons 2 témoins de grande qualité aujourd'hui, qui sont en plus des partenaires de l'EM, je vais appeler sur le podium Frédéric Helfrich et Patrice Cazenave. Si j'ai invité ces 2 personnes aujourd'hui pour témoigner, ce n'est pas par hasard. D'abord, c'est 2 belles personnes que j'aime beaucoup. Et c'est aussi 2 personnes pour lesquelles les appétences, le plaisir au travail, ça a de l'importance. Parce que ce n'est pas juste pour témoigner ou avoir le témoignage d'une entreprise. Comme vous ne connaissez peut-être pas encore très bien ces entreprises, je vais donner la parole à Patrice et ensuite à Frédéric pour vous dire quelques mots sur leur entreprise respective. Bonsoir.
Alors Schmidt Group, c'est une entreprise, pour ceux qui ne connaissent pas, franco-allemande, basée en Alsace. En tout cas, le siège est basé en Alsace. Donc c'est une entreprise qui est plutôt connue par rapport à ses marques Schmitt et Cuisinella. Voilà, donc on a une offre de services et de produits aujourd'hui qui équipe l'ensemble de la maison, puisqu'on est capable de pouvoir équiper évidemment la cuisine, la salle de bain, votre chambre, votre dressing et le salon et la salle à manger. Donc ça, c'est pour les produits. En termes de périmètre, aujourd'hui, Schmidt Group, avec son réseau de magasins, 700 magasins dans 22 pays, c'est un chiffre d'affaires réseau compris de 1,5 milliard d'euros. Et 6 000 collaborateurs sur le réseau, 2 000 collaborateurs sur Schmidt Group, ce qui fait à peu près 8 000 collaborateurs hors Chine, puisqu'on est aussi présent en Chine. Voilà, en quelques mots, ce qu'est Schmidt Group. Merci. Donc, bonsoir, Frédéric Elfrich. Donc, je suis un jeune cadre motivé qui aime ce qu'il fait, je pense. Donc, je travaille donc à l'export dans une vingtaine de pays avec 170 collaborateurs qui travaillent pour moi, avec moi au quotidien. Donc, je travaille pour les Grands Chais de France. J'espère que vous connaissez cette entreprise. Donc, les Grands Chais de France, c'est une entreprise un peu moins d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, qui travaille énormément à l'export dans 172 pays au total. Et par exemple, notre premier pays, c'est même pas la France, c'est l'Allemagne. Seulement après la France, l'Angleterre et la Chine, les deux derniers étant des marchés que je développe moi-même. Donc les Grands Chais de France, c'est quoi? C'est une entreprise qui est spécialisée dans le vin. Donc on est là pour faire du vin. Par exemple, hier, on a acheté 17 barriques aux Hospices de Beaune. Donc on est dans les grands crus, par exemple. Ensuite, on est vigneron, puisqu'on a 3000 hectares au total, dans une quarantaine de propriétés un peu partout en France. On est partout, sauf en Champagne, par exemple. Et après, on est aussi régionalement implanté, comme Arthur Metz. J'espère que vous connaissez Arthur Metz. Et aussi une de nos innovations qui était le crément Ice, avec le beau sleeve blanc. On était les premiers. Après, tout le monde a suivi. Pardon. Et on est aussi avec la marque J. Péchenet, qui est la première marque française vendue au monde, cette petite bouteille un peu spéciale et atypique. On est une entreprise relativement jeune, puisqu'on n'a que 38 ans d'existence, quelque part. Moi, je fais partie que de la deuxième génération, entreprise familiale. Et on est à 70 km d'ici. Personne ne le sait ou peu. Donc, c'est pour ça que je suis là pour recruter. Et je suis là avec Dorothée Zer aussi, des ressources humaines, et qui est là pour justement responsable des carrières et aussi de la formation. Donc voilà, on a développé justement pour trouver des personnes, créer des carrières ou des appétences. À Tcherna, on a créé aussi avec l'EM un partenariat qui est donc une filière vin qui s'appelle International Wine Management and Tourism, avec ici Coralie Heller. Et en même temps aussi, on fait de l'alternance et on a une dizaine de jeunes alternants avec nous. Donc voilà. Et si vous voulez, encore une fois, on recrute. Voilà, ça fait plaisir. Alors, nous aussi, on recrute chez Schmidt Group. J'en profite. Et alors, votre particularité aussi à tous les deux, c'est que ce sont deux entreprises familiales. Hein. Et une jeune dirigeante d'un côté et un futur jeune dirigeant dans pas très longtemps. Donc c'est aussi quelque chose de particulier qui me tient à cœur. Alors Patrice, on va peut-être commencer par les dames. Je sais que chez Schmidt Group, vous avez créé ce qu'on appelle l'étoile de performance, qui est quelque chose qui anime l'entreprise. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en parler ? Alors, l'étoile de la performance, c'est en gros, c'est la culture d'entreprise de Schmidt Group aujourd'hui et demain. Et pourquoi une étoile? C'est parce que c'est ce vers quoi on tend, c'est ce vers quoi on veut aller sur l'ensemble de l'entreprise Schmidt Group. Et en l'occurrence, si on devait effectivement préciser ce que c'est concrètement, c'est un programme aujourd'hui qui est porté par un groupe de managers volontaires, transversal à l'entreprise, qui vise à aligner l'ensemble des collaborateurs autour d'une vision commune. Et cette vision commune, c'est de faire que chaque collaborateur, chaque acteur, se sente acteur et contributeur du projet d'entreprise autour d'un bien vivre ensemble qui puise ses valeurs dans l'ADN de Schmidt Group. Et donc, cette étoile de la performance, BiSchmidt, symbolise tout ce programme-là. Et donc, c'est la présentation Patrice Cazenave.
Et donc, quand on parle effectivement de l'étoile performance, on parle notamment de 5 valeurs autour des 5 branches de l'étoile. Donc, on parle de responsabilité. Tcherna parlait tout à l'heure d'autonomie. Donc, on parle de ça quand on parle de responsabilité. On parle de bienveillance, de confiance, de coopération, d'agilité. Et au centre de l'étoile, on parle de plaisir. Et tout ça, ça sert la performance et la satisfaction du client final, parce on pense, en tout cas tous ceux qui ont travaillé, tous les collaborateurs qui ont travaillé autour de cette étoile-là, on pense que ce sont ces valeurs-là qui vont animer l'ensemble des équipes pour être au service de la performance et du plaisir du client final. Et le plaisir du client final passe par le plaisir des collaborateurs. Merci. Alors, Frédéric, vous, dans votre entreprise, vous avez des collaborateurs passionnés. Par quoi ils sont passionnés? Qu'est-ce qui les passionne? Je pense déjà dans le métier chez nous à l'export. C'est un métier un peu passionnant parce qu'il faut vivre différentes cultures, différents pays. Il faut être à l'écoute du client et grâce à cette écoute, il faut essayer de comprendre, revenir. On n'a pas toujours le bon produit, on n'a pas toujours les bonnes solutions et c'est plutôt essayer de créer derrière. Donc je pense que ça, c'est un des points qui plaît énormément chez nous. Et après, le métier même que représente, enfin, c'est le métier du vin. Moi, j'ai pu regarder un petit peu comment ça se passe. J'ai vu des gens joyeux, des gens qui parlent du vin. C'est parce qu'ils en ont abusé, là. Non, mais joyeux dans le sens que quand ils parlent du vin, ils parlent comme de la musique. Moi, je suis une passionnée de l'opéra. Eux, ils parlent du vin quand ils parlent moi, je parlerai de l'opéra. C'est juste unique. En dehors du métier, il y a le produit. Et le produit, chez nous, c'est vrai que c'est un produit qui, moi, me passionne parce que c'est un produit, une bouteille de vin, sans l'ouvrir, on a déjà envie de s'interroger sur sa provenance, son origine, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi, comment. Ensuite, on l'ouvre, c'est tout un art déjà d'ouvrir une bouteille, ça ne se fait pas comme ça. Ensuite, il y a ce premier contact avec la couleur, ensuite le nez, ensuite la bouche, ensuite le profil, ensuite la mémoire dessus, est-ce qu'on a déjà eu un vin qui est similaire ou pas. Et puis après, on peut débattre sur plein de choses. Et ça, effectivement, c'est un produit passionnant, très passionnant. Et je peux en témoigner parce que la première fois que je voulais boire du vin, ils m'ont dit non, arrête, stop, tu ne peux pas boire tout de suite. Donc il fallait prendre le verre, le tourner. Enfin, depuis, j'ai appris comment on déguste du vin au Grand Chai de France. Patrice, que représente aujourd'hui la notion de plaisir dans votre entreprise et comment elle s'inscrit aussi dans votre projet d'entreprise? En fait, tout part de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que dans la mesure où on considère notre promesse en fait de Schmitt Group, c'est faire en sorte que chaque client, quand il vit une expérience au sein de Schmitt Group, il ait du plaisir et du bien-être. Ça commence évidemment par le moment où il va dans un magasin pour acheter sa cuisine ou son dressing. On attend effectivement que ce moment soit un moment de plaisir. Et ça se termine quand il reçoit son produit, sa cuisine par exemple, et qu'il a plaisir à l'utiliser au quotidien. Tcherna, qui est une cliente fidèle de Schmitt, me disait par exemple qu'elle prend beaucoup de plaisir à... Est-ce que je peux... Mais oui, bien sûr, bien sûr. Alors Tcherna m'a confié qu'elle prenait beaucoup de plaisir dans sa cuisine parce qu'elle a un geste régulier qui est un petit déhanché. Oui, c'est rock'n'roll. Voilà. C'est-à-dire quand je veux fermer, j'ai plein de choses dans les mains et je veux fermer une porte, et ben je fais pas ça avec les mains, je fais ça avec les fesses. Voilà ce qu'elle voulait vous dire. Voilà. Donc Tcherna illustre bien effectivement le plaisir qu'on peut avoir à vivre dans une cuisine Schmitt, par exemple. Et en fait, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de se dire, finalement, comment faire pour que tous les collaborateurs, ceux qui sont dans les magasins, mais ceux aussi qui sont les opérateurs sur la chaîne de production, aient le plaisir suffisant, qu'ils soient à même, effectivement, de pouvoir le traduire jusqu'au consommateur, au client final. Et donc, c'est ça, cette notion de plaisir qui est pour nous importante, qui doit être transversale à l'entreprise. Alors, ça passe par tout simplement le plaisir d'être utile dans son job, le plaisir de pouvoir participer à un projet, le plaisir de pouvoir travailler avec des collègues de différents horizons. Et cette notion de plaisir, elle est vraiment essentielle. Je recevais tout à l'heure un SMS de Anne, qui est la présidente du groupe et qui est sponsor de ce programme BeSchmitt. On a un séminaire
demain avec la team de managers pour continuer notre feuille de route Bschmitt. Elle m'a envoyé un SMS pour me dire « Bon Bschmitt, plaisir et performance ». Et en fait, voilà, ça résume finalement assez bien tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On part du principe que le plaisir est un levier à la performance et inversement. La performance, c'est aussi à même de pouvoir susciter du plaisir auprès des collaborateurs. Alors je profite aussi pour vous dire qu'il y a eu toute une étude Gallup qui a été faite il y a quelques années où ils ont même pu chiffrer ça. C'est-à-dire aujourd'hui on compte plus de 60% en Europe de salariés non engagés. Et on sait que le coût de ce désengagement représente 350 milliards d'euros. C'est énorme. Alors que les entreprises qui ont su activer les appétences gagnent aujourd'hui à peu près en moyenne 12% de performance. Et ça, c'est quand même des chiffres vérifiés et c'est extrêmement intéressant de savoir que ça, c'est mesurable aussi dans l'entreprise. Alors, Frédéric, comment faites-vous, par exemple, avec vos équipes pour savoir qui a quelle appétence, comment vous mettez les personnes au bon endroit? Comment vous faites? Alors, il y a beaucoup de questions. Oui, alors, merci. Mais effectivement. Comment faites-vous pour les identifier déjà, les appétences? Alors, je dirais déjà, par contre, que ça n'existait pas avant. Et ce que vous avez mentionné, que les jeunes, ou cette arrivée des jeunes, on est en 21e siècle, deuxième déjà décennie, a changé beaucoup de choses. Parce que si je demande ça à mon patron, il me regarde avec des yeux en me disant « j'en ai rien à faire de ce que tu me demandes. Je veux des faits, je veux des résultats et c'est tout ». Donc ces appétences, ces collaborateurs, les voir comme des ressources avec des compétences et en plus une envie, c'est très nouveau, que depuis 2 ans, 3 ans, un peu de choses près. Et maintenant, c'est quelque chose que même moi m'a un peu au début perturbé. Mais aujourd'hui, j'en ai besoin. J'en ai vraiment besoin parce que chez nous, il y a tellement de choses à faire, on va tellement vite que si je veux travailler avec eux sur la longueur, je n'ai pas le choix. Je peux en trouver 1 ou 2 qui vont être bien pendant 1 an, 2 ans, mais au bout de 5 ans, 10 ans, ce ne sera pas possible. Donc oui, les appétences, c'est une nouvelle façon d'approcher les choses. Comment faire pour les connaître? C'est quand même travailler avec eux, être avec eux, et ensuite les écouter. Voire même un peu de temps en temps les forcer à parler. Il y a 2 natures, soit ceux qui veulent votre poste, ils vous le disent tout de suite, ou il y a ceux qui vont rien dire du tout. Mais il faut essayer de les pousser un peu, à essayer de savoir vers quoi ils aiment faire les choses. Donc ça, c'est pas évident. Et là, par contre, une loi socialiste aide un peu avec l'entretien professionnel qui est une obligation et qui, à mon avis, est quand même une bonne chose, très clairement. Alors, si je comprends bien, le fait d'utiliser ou travailler avec les appétences, c'est aussi un moyen de fidéliser les collaborateurs. Oui, aujourd'hui, très clairement. Je pense que moi, j'ai formé beaucoup de jeunes et je ne comprenais pas pourquoi ils partaient. Et il y a plein de raisons qui peuvent être personnelles, mais le fait de ne pas avoir posé la question quand même, comment tu te sens, où est-ce que tu veux être dans 6 mois ou dans 1 an, depuis qu'on le fait, on a moins de rupture dans notre façon de travailler avec les gens. Donc c'est aussi une meilleure écoute du management vis-à-vis des collaborateurs. Oui. Après, ça demande du temps encore en plus, avec tout le reste. Oui. Mais est-ce qu'on gagne du temps après, si on investit ce temps au départ? J'en ai certains qui me demandent moins d'augmentation de salaire. Et alors, pourquoi? Parce que finalement, ils aiment ce qu'ils font. Et c'est plus que pour un salaire qu'ils ont envie de rester ou qu'ils ont envie de se donner. Donc ça, c'est clair. J'en ai 2, 3, ça fait 2 ans. Ils sont contents dans ce qu'ils font. Ils aiment ce qu'ils font. Donc ils sont à leur bonne place, la bonne appétence. Et finalement, c'est sain comme relation. Super. Patrice, est-ce que vous pourriez éventuellement nous donner un exemple concret? Comment vous avez pu utiliser les appétences de manière opérationnelle sur une équipe, sur un projet? Alors là-dessus, en fait, dans le cadre du travail qu'on fait dans le cadre du programme Bschmitt, on a fait le choix pour pouvoir mobiliser l'ensemble des équipes de faire ce qu'on appelle des Bschmitt Day. Donc là, on a réuni des cadres, des non-cadres, enfin l'ensemble des collaborateurs d'entreprise sur une journée pour les embarquer dans le programme Bschmitt. Donc on a fait plusieurs
chose très intéressante, très mobilisatrice, qui ont eu un vrai succès auprès des équipes, pour une raison très simple, en fait, c'est qu'on a fait le choix de mettre le plaisir au centre de ces journées-là. Et en fait, pour répondre à votre question, Tcherna, plutôt que de... Alors, on leur a expliqué ce que c'était le programme Brechmidt. On a fait ensuite, on a commencé d'abord par un atelier qui permettait de pouvoir découvrir chacun ses appétences. Et ensuite, une fois l'atelier terminé, c'était par session de 15-20 personnes, on a fait une cartographie des appétences, que chacun puisse se positionner par rapport à l'autre et faire jouer la complémentarité. Si je sais que toi, tu as telle appétence, je vais peut-être aller vers toi pour quand j'ai besoin d'une appétence que tu peux avoir, que tu vas développer, et vice-versa. Donc ça a été utile au démarrage. Et ensuite, l'idée, c'était vraiment de faire émerger des idées, des actions, des initiatives au service du projet de l'entreprise et qui soient ensuite lancées au sein de l'entreprise. Et donc, chacun avait la possibilité de voter les actions qu'il considérait comme étant utiles pour le projet d'entreprise et de pouvoir s'inscrire dans ces groupes projets, soit en tant que leader, soit en tant que contributeur. Et le choix qui a été fait, en fait, c'était exactement ce que vous citiez tout à l'heure. C'est parce que moi, je me retrouve dans un projet que je vais m'inscrire, parce que j'ai envie de le faire, parce que j'aime le faire. Et on a effectivement, sur l'ensemble des équipes qui étaient présentes, on a eu un taux de 70% de mobilisation autour de ces projets, de ces actions qui ont été ensuite portées. Alors, un exemple, c'est qui est un franc succès, c'est-à-dire qu'on a fait, un des groupes a fait le choix de ne pas forcément attendre les réunions qu'on fait, qui sont très top-down, où on a effectivement le comité de direction qui donne des informations, on vient, on prend l'information en part. Il y a un groupe de projets qui a travaillé sur ce qu'on appelle des réunions 3L, des ateliers 3L. Et en fait, n'importe qui peut considérer qu'il a une expertise, il a une connaissance, il a un sujet qu'il a envie de sa passion, qu'il a envie de partager. Il crée l'atelier et ensuite, il pousse l'information pour que librement, les personnes viennent s'inscrire pendant ces ateliers-là. Je ne sais pas si je suis claire. Je suis claire ? Oui ? OK. Pardon ? Un exemple, ça peut être, je maîtrise, je constate que l'outil Link, qui est notre... tout le monde connaît Link ? Oui. Voilà, il a constaté qu'on ne le maîtrise pas, il a une appétence pour ce sujet-là, et il va effectivement faire un atelier sur le Link. Ça va être un projet qui pilote, il a envie effectivement de le partager, il a envie d'avoir des contributeurs dans le projet, il va faire un atelier sur son projet. C'est très ouvert en fait. Et la règle simplement, c'est de savoir que, identifier que c'est un sujet qui va intéresser le maximum de personnes pour effectivement que cet atelier soit le plus fructueux possible. Voilà, par exemple. Merci. Alors, Frédéric, tout à l'heure, je vous ai entendu lancer des perches pour le recrutement. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir quel type d'appétence est-ce que vous recherchez aujourd'hui via les futurs candidats, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, que vous souhaitez attirer dans votre entreprise. Alors, il y a compétence et appétence. Appétence. Attention, Oui, je fais bien la différence. Effectivement, sur les appétences, je ne vais pas pouvoir les définir. C'est vraiment, je pense, intrinsèque à la personne. Donc, après, ce qu'on recherche, c'est dans toutes les différentes filières, dans toutes les différentes, que ce soit en commercial, en finance, que ce soit en marketing, que ce soit en ressources humaines ou autres. On a, encore une fois, on est une entreprise de première génération. On va passer sur la deuxième génération, donc on a plein d'opportunités. Par contre, sur les appétences, c'est en fonction d'un lien qu'on va avoir avec la personne lors du recrutement, en travaillant déjà ensemble, qu'on va pouvoir essayer de matcher les choses. Ça, je pense que c'est important. Créer du lien, c'est quelque chose d'important dans votre entreprise. Oui. Oui. En quoi c'est important et qu'est-ce qui fait que ça fait partie aussi de votre ADN ? Alors, parce que c'est une entreprise qui est sans cesse en développement. On a commencé de 0 € de chiffre d'affaires à 1 milliard, d'un garage à plusieurs sites je pense, de production. Donc c'est vrai que ça a été fait beaucoup avec les tripes, avec de l'énergie, et avec à l'époque des personnes qui ont été autour de ce développement. Et on est dans une nouvelle phase de personnes qui ne connaissent pas ce qui s'est passé avant.
Donc maintenant, il y a une nouvelle approche, et cette approche doit se faire sur justement les appétences des gens, puisqu'ils n'auront pas la même histoire que le premier cercle. Donc mon rôle, c'est de recréer un nouveau groupe qui aura des envies et un plaisir à travailler autour d'un projet commun. Et vous, Frédéric, qu'est-ce qui vous fait plaisir dans votre futur projet? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait personnellement vibrer? On a déjà pu en parler, mais il y a des choses qui vous font plus Est-ce que vibrer c'est les problèmes dès le matin? Surtout actuellement avec les productions, Noël, etc. Est-ce que c'est les litiges? Est-ce que c'est... Non. Je pense que finalement, c'est complexe. Il y a des choses positives et négatives au quotidien, mais c'est d'essayer de les dépasser. Réussir à dépasser certaines choses me procure du plaisir, finalement. De le faire individuellement ou en groupe, d'ouvrir un client qui ne voulait pas travailler avec nous, de travailler, de faire évoluer des jeunes, aujourd'hui déjà au bout de 6 ans, qui sont des responsables de zone. Tout ça, voir le résultat autour de moi, ça me crée du plaisir. Et oui, et je me dis qu'on va dans la bonne direction. Très bien. Patrice, le fait d'avoir utilisé comme levier, entre autres, les appétences, est-ce que ça a changé quelque chose dans les relations humaines? Est-ce que vous, en tant que DRH, vous avez vu que ça a apporté quelque chose de différent? En fait, à partir du moment où les équipes se mobilisent sur des projets qu'ils ont envie de porter, il y a cette notion de plaisir et de confiance en soi qui est beaucoup plus accentuée. Et donc, j'aimais bien l'exemple que vous citiez tout à l'heure, où vous disiez que lorsqu'on mène un projet qui n'a pas forcément d'intérêt, on a du mal à avoir effectivement des gens mobilisés. Là, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'à la fin d'une journée, quand on a 70% des équipes présentes qui ont un job, qui ont une fonction, qui ont une mission, qui s'inscrivent à vouloir prendre le lead ou contribuer à un projet à côté de son job de base, ça, pour le coup, c'est extrêmement positif. Et donc, ils trouvent le temps, ils trouvent la disponibilité pour mener à bien leur projet. Et aujourd'hui, on a à peu près une trentaine de projets actifs où, effectivement, les gens prennent confiance en eux, les collaborateurs prennent confiance en eux pour aller bien plus loin que ce qu'on pouvait imaginer au départ. Et c'est certainement ce qui a le plus changé par rapport à avant. Frédéric, vous représentez la deuxième génération. Oui. Donc, votre papa qui a créé l'entreprise qui est parti de rien. Et aujourd'hui, vous êtes combien de salariés dans l'entreprise? Alors aujourd'hui, on ne sait pas trop parce qu'on a repris 4 sociétés en 2 mois. Donc il faut qu'on compte. Mais effectivement, on n'est pas loin de 2200 personnes au total. Et je me rappelle du début dans un garage avec ma maman et mon papa qui faisaient des coffrets pour des entreprises. Un petit cheminement. Et votre projection pour demain, c'est-à-dire votre père était un dirigeant avec toute sa vision et son enthousiasme et sa conviction, parce qu'il faut être convaincu pour faire ce qu'il a fait. Comment vous voyez les choses pour la nouvelle génération dont vous faites partie pour demain? Qu'est-ce qui risque d'être différent? Vous avez une idée? Alors tout, la taille déjà. C'est pas pareil de commencer de zéro et de faire ce qu'il a fait. Et puis moi, par contre, d'hériter tout ça. Et puis maintenant, vas-y. Donc, ça va pas se faire comme ça. D'autant plus qu'il a tout fait avec les tripes, avec aussi donc la passion et avec, on va dire aussi, une vision. Pour moi, c'est pas pareil. Ça ne pourra pas être pareil. Donc c'est déjà ne pas être comme lui, comprendre. Par contre, comprendre aussi toutes ses forces et travailler avec lui parce qu'il y a une vraie phase de transition actuellement. Et ça, par contre, c'est très important. Sans ça, je ne pourrais pas y arriver. Et ensuite, malheureusement, d'imaginer aussi la suite sans lui ou sans les 12 collaborateurs qui ont fondé un peu la société avec lui. Et comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour continuer ce projet sans lui ou avec lui, en lui, au sein de la société. Donc c'est mon challenge qui n'est pas évident. Et c'est là que on parle de motivation et ça ne peut pas être, je répète, je suis désolé, que sur de recruter des gens sur un salaire ou sur d'autres choses, mais sur un projet et sur l'envie qu'ils vont pouvoir amener leurs propres appétences et compétences dans ce projet qu'on va essayer de continuer ensemble. Merci. Patrice,
Vous êtes DRH, Frédéric aujourd'hui plus au niveau commercial et l'export. Quel est le rôle d'un ou d'une DRH dans une approche telle qu'on l'a abordée ce soir? Est-ce que le dirigeant va y aller tout seul? Est-ce que vous devez impulser des choses? C'est quoi le rôle des ressources humaines? Parce que je sais qu'il y a aussi quelques personnes des ressources humaines dans la salle présente ce soir. Alors, j'ai envie de dire, c'est peut-être deux choses. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est certainement comprendre là où un patron d'entreprise, en l'occurrence c'est une patronne là, donc Anne, elle veut aller. Et c'est quoi sa vision pour sa boîte en termes de leadership, en termes de culture, en termes de résultats. Et puis faire en sorte j'ai envie de dire, de pouvoir puiser le maximum de ce qu'elle veut pour pouvoir ensuite inspirer les autres dans ce programme. Et en l'occurrence, je dirais que peut-être mon premier rôle, c'est de pouvoir être une source d'inspiration et de confiance pour aller sur des terrains qu'on n'a peut-être pas osé défricher au départ. Et pour ça, sortir des sentiers battus, autoriser à sortir des sentiers battus et faire en sorte que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Alors, pour terminer, peut-être quelque chose de plus personnel, c'est-à-dire vous, en tant que futur dirigeant de l'entreprise, est-ce que comment on a illustré ce soir tous les domaines d'utilisation des appétences. Est-ce qu'il y a un domaine qui vous parle plus particulièrement, que vous avez envie d'activer, quelque chose de changement que vous avez envie d'emmener dans l'entreprise? Il y a quelque chose autour de ça qui vous fait vibrer en termes de changement? Et le changement, il est déjà autour de nous au quotidien, parce que le monde change énormément, la planète tourne et on ne peut pas être statique, c'est fini tout ce temps-là, donc il faut se réinventer. J'aime beaucoup ces propos. Et je pense que voilà, donc comment aussi on a fait jusque-là, et comment on est en train de faire, et comment est-ce qu'on doit encore se voir plus loin demain, et sortir des fois des sentiers battus aussi, ou faire des choses qu'on ne faisait pas jusqu'alors pour pouvoir essayer d'avancer. Donc tout ça, c'est très différent aujourd'hui. Il faut l'accepter. Merci. Et Patrice, pour terminer, est-ce que vous aurez un petit conseil à donner pour réussir ce genre d'approche? Parce que ce n'est pas encore dans les mœurs de toutes les entreprises de travailler sur les appétences, même si c'est un sujet qui est d'actualité. Est-ce qu'il y a quelque chose où il faut être vigilant, à quoi il faut faire attention? Vous direz quoi? C'est un chemin, finalement. Je dirais oser. Voilà, ce qu'on a fait, on a osé, il y a une vision, et ensuite c'est juste se dire, à partir du moment où on a des convictions, c'est y aller, parce que c'est un chemin. Voilà, première chose que j'ai envie de partager. Et la deuxième chose, et ça me paraît peut-être le plus important, c'est s'appuyer sur tous les petits pas, tous les petits succès qui permettent effectivement de pouvoir en créer des plus grands demain et faire en sorte qu'on atteigne effectivement la vision, l'objectif qu'on a. Voilà. Merci. Alors, merci beaucoup à nos deux témoins. On va clôturer cette conférence et les témoignages ici. Et un grand merci aussi à Marie-Hélène Bremont et à Anne Delattre d'avoir organisé cette possibilité de partager un moment avec vous. Et merci pour votre écoute et excellente soirée.